Bonsoir à toutes et à tous. Alors derrière, il y a deux notions. Il y a une notion de gestion durable d'une ressource non exclusive. Alors ça veut dire quoi une ressource non exclusive? Ça veut dire que son accès n'est pas restreint à une personne ou une communauté. Il est partagé. Donc cet accès est pluriel. Donc une ressource non exclusive est rivale. Rivale pourquoi? C'est parce que son utilisation par une personne ou un groupe limite l'utilisation par le reste des personnes ou des groupes. Dans la mesure où le volume d'eau n'est pas extensible, effectivement, ce que l'un consomme ne peut pas être consommé par l'autre. Donc à la fois gestion durable d'une ressource non exclusive et rivale. Alors ça a un certain nombre d'implications. Alors les implications sociales, ça veut dire qu'autour de cette question de l'eau, ça appelle de nouvelles pratiques sociales et des reconnaissances de pratiques ancestrales qui sont de fait invisibles. Donc ça, c'est toutes les implications sociales. Il y a des implications économiques. Il s'agit effectivement de dépasser la vision uniquement marchande de l'eau et d'intégrer différentes valeurs et rôles de l'eau dans son approche sur le plan de l'économie. Des implications juridiques, ça veut dire qu'effectivement il y a un droit à l'eau, un droit d'usage, mais il s'agit aussi de mettre en relation la propriété privée et la propriété publique. Donc il y a un certain nombre d'implications juridiques, et enfin des implications politiques. Parce qu'effectivement, l'eau appelle une vision politique de la répartition, mais aussi de la protection des ressources, et on peut même aller jusqu'à un certain nombre de réflexions, on en parlera à propos de la Palestine d'ailleurs, sur les règles collectives d'accès et de gestion de l'eau. On parle de l'eau dans le monde. Alors, il faut dire et redire, la quantité d'eau, depuis la création de la Terre jusqu'à son extinction, est la même. Donc il n'y a pas d'évolution de la quantité d'eau sur Terre. Par contre, elle est effectivement sous trois formes, solide, liquide et gazeuse, et puis elle est répartie dans un certain nombre de milieux. Vous voyez sur le petit graphique, effectivement, les océans, les mers, représentent 96,5% de la disponibilité en eau mondiale dans le monde. Les autres eaux salées, 0,9%, et l'eau douce, 2,5%. Alors ces 2,5%, ils se répartissent à leur tour comment? Ils se répartissent dans les calottes glaciaires et les glaciers, à hauteur de presque 70%, dans les eaux souterraines, essentiellement les nappes phréatiques, 30%, et les eaux de surface, 1,2%. Et ces eaux de surface, à leur tour, si bien on a la glace hypergélisol, 70% à peu près, on revient sur les lacs, 21%, enfin 1,9%, et puis après on a l'humidité qui est dans le sol, le marais, les marécages, les rivières, 0,5%, les êtres vivants, nous sommes faits d'eau, n'oublions pas, et l'atmosphère, 3%. Voilà, ça c'est un peu pour repérer où est l'eau dans notre monde. Alors, quand on parle de l'eau bien commun, et on va en reparler toute la soirée, d'abord, pour avoir une eau saine, il s'agit de préserver cette ressource en eau en volume, en quantité. Ça veut dire se poser la question de l'imperméabilisation des sols. Pourquoi? C'est parce que plus on imperméabilise et moins on alimente, on fait rentrer l'eau dans le sol et dans le cycle de l'eau. Limiter le ruissellement, alors c'est un sujet relativement connu, mais bon, maintien des haies, des bois, des terrasses. Pourquoi limiter le ruissellement? Bien, toujours pour la même raison, faire pénétrer l'eau dans le sol et réalimenter les nappes, notamment. Et alors, nous insistons sur le fait que l'eau là-bas, eh bien, ça appelle un certain nombre de pratiques qui peuvent nous apporter un certain nombre d'enseignements. Alors, nos anciens aussi, parce que nos anciens, ils pratiquaient des cultures en terrasse, ils pratiquaient des irrigations adaptées. Donc, on a à tenir compte et à apprendre beaucoup des pratiques que nous retrouvons soit dans le passé, soit autour de nous, en Afrique, en Amérique latine et ailleurs. Par exemple, à titre d'exemple, les petites, ce qu'on appelle les diguettes de retenue d'eau, ont pour but, effectivement, de permettre l'infiltration dans le sol et donc de limiter le ruissellement. C'est également le cas de micro-barrages. Alors là aussi, je ne vais pas insister. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que les nappes phréatiques, d'où vient notre eau potable? Elle vient essentiellement de quelques rivières et des nappes phréatiques. Donc les eaux de surface dans les rivières et les nappes phréatiques. Et les nappes phréatiques alimentent 50% de l'humanité,
Mais il faut remarquer que plus de 60% sont surexploités. Donc les nappes phréatiques sont effectivement le problème d'aujourd'hui. Alors, dans la préservation de la ressource en qualité, il faut effectivement lutter contre la pollution des sols et des nappes. Les pesticides, mais aussi toute la question des épurations des eaux usées, puisque un certain nombre de rejets d'eau usée dans la nature effectivement vont polluer les nappes et les eaux de surface. Les effluents industriels, même problème, les effluents industriels vont conduire à un certain nombre de rejets dans la nature et donc de pollution. Le traitement des déchets, par exemple les centres d'enfouissement qui ne prennent pas de précautions particulières, entraînent des lexivias, c'est-à-dire l'eau de pluie qui tombe sur les balles, même si elles sont emballées, de déchets, et vont amener des risques de pollution des nappes. Et puis la pollution chimique. Alors la pollution chimique, il y a bien sûr tous les produits chimiques, mais pensons aussi à toutes les formules de médicaments. Et c'est un sujet de plus en plus prégnant parce que les médicaments, on ne les recherche pas dans les eaux usées, mais ils y sont. Et donc dans les rivières, dans les fleuves et dans la mer. Et puis, puisque je parle de la mer, il y a bien évidemment des mers, des océans. Lutter contre la pollution des mers avec tous les rejets industriels, encore une fois, les effluents des navires et la pollution plastique, on vient d'en dire un mot, c'est ce fameux 6e continent auquel nous sommes confrontés. Une photographie de l'exposition aux pesticides, vous voyez que plus c'est orange, plus c'est exposé. Alors on n'a pas besoin de faire beaucoup de commentaires. Les pesticides sont en général épandus soit par voie aérienne, soit par voie de tracteur. Et vous voyez qu'en dehors, je dirais, du Sahara et des parties arctiques et antarctiques, tous les pays sont exposés, mais avec des degrés plus ou moins importants. C'est un souci considérable, d'autant que les pesticides, parfois, sont produits en Europe, sont interdits d'utilisation en Europe, mais sont expédiés en Afrique, en Amérique latine, où ils sont épandus, ce qui permet aux pesticides de revenir à la surface des aliments ou de soja, par exemple, pour les bestiaux. Alors, dans les usages de l'eau, 65% des prélèvements sont à usage agricole, et il faut dire que dans certains pays, notamment en Afrique, on va jusqu'à 90% de prélèvements au bénéfice de l'agriculture, enfin au bénéfice d'usages agricoles. Les usages industriels représentent 26% et les usages domestiques 9%. Je vais simplement pour insister sur l'accès à l'eau dans le monde. Aujourd'hui, l'accès à l'eau du robinet, au moins 12 heures par jour, ne touche que 5,8 milliards de personnes, c'est-à-dire 73% de la population mondiale. Il faut ajouter à cela 1,5 milliard de personnes qui ont accès à un point d'eau potable situé à moins de 30 minutes aller-retour. Ça veut dire qu'il y a une borne fontaine qui permet d'aller et revenir en moins de 30 minutes. Donc ça fait 18% en plus. Il reste bien sûr ceux qui n'ont pas accès à l'eau, je vais y revenir. Dans les pays riches dont nous sommes, l'accès à l'eau potable est quasi universel, c'est-à-dire qu'il y a un taux d'accès des populations à l'eau potable de plus de 99%. Eau potable, eau du robinet, courant, etc. Par comparaison, dans l'Afrique subsaharienne, plus du tiers des habitants n'a toujours pas aujourd'hui accès à l'eau potable. Plus de 2 milliards de personnes vivent dans des pays où l'accès à l'eau potable est sévèrement restreint. Restreint, d'après l'UNICEF, c'est moins de 20 litres par jour, et cette source se situe à 1 km maximum de l'habitation. Et, pour compléter ce que je disais tout à l'heure, 700 millions de personnes n'ont aucun accès à l'eau potable, ce qui représente 9% de la population mondiale. Donc cet accès est très inégal, alors c'est pas très original, les inégalités on les connaît, on a également cette disparité importante, cette inégalité dans d'autres secteurs. Vous voyez sur cette carte-là les inégalités traduites sur la carte. Donc le bleu plus ou moins foncé représente plus de 95% de la population qui a accès à l'eau potable. Alors on est en 2004, et ça n'évolue que peu. Le bleu un peu plus clair, on est 83 à 95%, et on va vers l'orange, on est à moins de 65%. Donc vous voyez, on retrouve évidemment les pays d'Afrique subsaharienne dont je parlais tout à l'heure, et les pays d'Asie et la Chine notamment. On ne peut pas parler d'accès à l'eau potable sans parler d'assainissement, puisque
l'assainissement est indispensable pour permettre un cycle de l'eau vertueux. En 2022, seulement 57% de la population mondiale, c'est-à-dire 4,5 milliards de personnes, avaient accès à des services d'assainissement gérés de manière sûre. Donc là, on retombe sur des inégalités qui sont encore plus criantes, puisque à peine plus de la moitié de la population mondiale a accès à un assainissement digne de ce nom. Et parmi les défis qui restent aujourd'hui d'actualité, 1,5 milliard de personnes ne disposent pas de services d'assainissement de base. Donc 419 millions pratiquent la défécation à l'air libre, ce qui n'est pas sans poser problème aujourd'hui. Quittons ce domaine de l'accès à l'eau pour parler de sa gestion. L'accès à l'eau nécessite d'organiser les différents usages de l'eau et donc d'arbitrer. Alors, l'eau fait partie des biens communs qui nécessitent des organisations et des pratiques extrêmement complexes. Si l'on s'en tient à la France est organisée en agences de l'eau par les grands bassins versants. Nous sommes concernés par le bassin Rhône-Méditerranée, donc il y a une agence de l'eau. Il y a d'abord des schémas directeurs de gestion de l'eau, qui sont déclinés ensuite en schémas d'aménagement et de gestion de l'eau, avec des organismes qui sont des syndicats mixtes, qui sont notamment qui sont en charge de sur ces schémas directeurs et leur déclinaison. Au passage, ça veut dire la régulation des forages, la régulation de la préservation et du prélèvement en eau. Ça veut dire également la protection des rivières, etc. etc. On a aujourd'hui, depuis quelques années, élaboré une compétence particulière qui a été confiée aux intercommunalités, liée aussi à la prévention des inondations. C'est la compétence GEMAPI, donc la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Elle relève des intercommunalités qui, en général, l'ont délégué sous forme de délégation de service public à des syndicats mixtes de bassins versants ou des établissements publics territoriaux de bassins. Il y a en fait des syndicats pour la gestion des rives. Nous avons des syndicats de propriétaires, puisque les riverains sont obligatoirement concernés par le nettoyage des berges. En général, ils délèguent ça à leur tour à un syndicat, c'est en gros grand syndicat, ils délèguent à un syndicat, mais on pourrait aller beaucoup plus loin dans la complexité de la gestion de l'eau. Et donc, on a également des commissions locales de l'eau, et récemment, on voit de plus en plus dans les régions se développer des assises de l'eau. Pourquoi? C'est simplement pour regrouper les différents acteurs de l'eau et permettre de parler une langue commune et d'avoir des pratiques communes en matière de gestion de l'eau et d'accès à l'eau. L'eau, potentiellement, est une source de conflits, et plus ça va, plus nous allons être confrontés à des conflits. Alors, il n'y a pas que ces conflits sur l'eau, hélas, par les temps qui courent, mais nous allons être confrontés aux conflits d'usage de l'eau. Alors, les conflits viennent de quoi? Ils viennent en général de l'aménagement d'un fleuve, où tel État ou communauté crée un barrage, et du coup, en aval, on a moins d'eau. Mais c'est également lié au prélèvement pour des usages agricoles. À partir du moment où on pompe dans un fleuve, eh bien, on diminue le débit et problème pour la suite. Alors, on voit, là, je vous ai montré une carte des différents conflits, enfin, les principaux conflits, mais on voit qu'on est touché en Europe avec le Danube, entre la Slovaquie, la Hongrie, au Portugal, le Douro, le Tage, entre l'Espagne et le Portugal, aux États-Unis, que le Mexique, le Colorado, au Sénégal, le fleuve Sénégal. Les nappes subsahariennes posent problème entre la Libye, le Tchad, le Soudan. Le Nil, bien sûr, est bien connu entre ces questions de répartition entre l'Égypte, l'Éthiopie, le Soudan, l'Ouganda. Et puis, lorsqu'on va en Asie, on a donc en Asie l'Indus et ses affluents, le Gange, le Mékong, etc. Donc tout ça pour vous faire toucher du doigt le fait que l'eau, et on reviendra sur la Palestine après d'ailleurs, l'eau est potentiellement une source de conflit dans de très nombreuses régions du monde, et ceci ne va faire que s'aggraver avec les problèmes de changement climatique, les problèmes, etc., etc. Je parle d'arbitrer entre les différents usages de l'eau. On revient sur, maintenant, c'est inscrit au patrimoine culturel de l'UNESCO, c'est une gestion collective qui date de plusieurs siècles avec les tribunaux d'irrigants du bassin méditerranéen espagnol. C'est le tribunal des eaux de la plaine de Valence. Ce tribunal a pour objet de régler tous les litiges entre les communautés d'irrigants.
Et ce tribunal se réunit en principe tous les jeudis sur le seuil de la porte des apôtres de la cathédrale de Valence, appelle le plaignant et soumet au juge de l'eau les litiges à résoudre. Alors c'est une anecdote parce que, bon, mais ça montre que dans l'histoire, nos anciens ont su trouver des modalités, des moyens de régler les litiges. Bon, aujourd'hui, peut-être qu'après-demain, il y aura une organisation mondiale de l'eau, mais on n'en est pas là, et les litiges sont nombreux et se règlent plutôt par les armes, la plupart du temps, que par les discussions. Tout à l'heure, je parlais des tribunaux de l'eau et peut-être demain d'une organisation mondiale de l'eau, parce qu'effectivement, la régulation de l'usage de l'eau et quelque part l'accaparement, José en a parlé, au détriment des populations locales est fondamental. Mais c'est également valable au niveau des États entre eux, ou au niveau de régions entre elles. On a montré, les conflits de l'eau sont potentiellement des conflits de demain importants. Et donc, il y a derrière tout un problème de régulation qu'on a ici aussi en France, en Europe, parce que dans les usages de l'eau, il y a des usages concurrents. Et la régulation passe par l'avis des populations locales, la prise en compte de leurs demandes, et une régulation à trouver, mais y compris entre États, enfin, entre communes, entre intercommunalités en France, etc., entre agriculteurs, éleveurs, c'est ce que il y a aussi des débats historiques dans certaines régions entre agriculteurs et éleveurs. Enfin, arriver à réguler, je dirais, à la fois par le bas et par le haut, et ça suppose tout un travail d'organisation. Je dirais qu'en France, on n'est pas exempt de tout reproche parce qu'on a multiplié les interlocuteurs et les acteurs. Et ce n'est pas en multipliant les acteurs que l'on va simplifier le dispositif. La régulation est une régulation par le politique au sens noble du terme, ce qu'on n'a pas aujourd'hui, hélas. Et donc effectivement, il ne faut pas laisser la place sans les réguler. Enfin, c'est le problème du capitalisme et des multinationales. Hein. Tant que les multinationales pèseront sur les États et pas le contraire, régulation de l'économie par le politique. Et donc de poids véritablement par rapport à des entreprises multinationales qui pèsent plus que le budget de certains États, de mettre en face des contre-pouvoirs ou des pouvoirs véritablement politiques pour essayer de faire passer l'intérêt ou le droit des populations avant le droit des multinationales. Alors je voulais avant d'en venir à la Palestine, évoquer des qui sont liés au CCAD Terre Solidaire avec des organisations qu'on soutient. En Irak, on passe là dans un autre sujet, le fleuve Tigre en Irak, Tigre-Euphrate, châtel arabe pour le déboucher sur l'océan ensuite. On est là à la fois dans des problèmes de pollution, donc vous voyez la première photo à droite là, c'est des problèmes de pollution, et l'eau, hélas, est encore utilisée pour des usages agricoles, mais avec des vergers qui meurent à cause de la toxicité. Et le fleuve Tigre lui-même, du fait des prélèvements et du fait de la gestion malencontreuse, on va dire, des eaux du Tigre, puisqu'il y a un certain nombre de barrages en amont sur le Tigre. Et donc il y a une campagne de Save the Tigris, qui est portée par une ONG qui a lutté pour limiter les dégâts. Merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup de vous intéresser à la question de l'eau en Cisjordanie et bande de Gaza. Donc, merci beaucoup d'être là et je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir être en présentiel avec vous. Je suis retenue par les journées prodigues à mon unité de recherche. Donc, pour vous parler correctement de l'eau en Palestine, je devrais remonter à l'époque romaine. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais seulement partir du XXe siècle. Donc, vous savez tous que ce qu'on appelle aujourd'hui la Palestine et Israël, donc la Cisjordanie, bande de Gaza et l'État d'Israël, à l'intérieur des lignes d'armistice de 1949, eh bien, c'était le territoire du mandat britannique sur la Palestine. Et quand il s'est retiré, les Nations Unies avaient proposé un plan de l'émergence d'un État arabe et d'un État juif. C'est la terminologie qu'ils avaient utilisée. Ça ne correspondait pas du tout aux cartes qui ont émergé de ce conflit et ce plan n'a jamais donc vu le jour.
Par contre, l'État d'Israël a émergé et très vite, la Transjordanie, qui était à l'est du fleuve Jourdain que vous voyez ici, a annexé la Cisjordanie en 1950. Et donc, la Cisjordanie a fait partie du territoire de l'État jordanien. Par contre, l'Égypte, elle, a simplement administré la bande de Gaza, ne l'a jamais annexée. Et ce qu'on va voir, c'est qu'en 67, Israël va occuper la Cisjordanie et la bande de Gaza, d'autres territoires aussi, et ne va jamais les annexer. Donc, qu'est-ce qui va se passer du point de vue de l'eau? Eh bien, dès l'émergence d'Israël, on va voir plus de 700 000 Palestiniens, habitants de ce qui va devenir Israël, fuir, être obligés de partir, de devenir réfugiés ailleurs que dans ce qui va devenir Israël. Et ils vont fuir avec leurs institutions concernant l'eau. Parce que jusqu'à cette période-là, ce qui avait donné des cheveux blancs aux Britanniques d'ailleurs, c'est que chaque puits, chaque source avait sa propre loi de l'eau qui avait été élaborée localement, puits par puits, source par source. Et les Britanniques avaient essayé de promulguer une loi nationale sur l'eau et n'y étaient pas parvenus. Et la raison pour laquelle Israël va y parvenir, c'est parce que justement, toute la population, le pays s'est vidé de sa population, et donc dans ce vide institutionnel, elle promulgue ce que les hydrologues considéraient être la première loi moderne sur l'eau, c'est-à-dire que chaque goutte d'eau dans le territoire national est contrôlée par le gouvernement national. Et ça, évidemment, ça va plaire aux hydrologues parce que c'est un hydrologue qui sera évidemment en charge. Mais du côté de la Cisjordanie, on va continuer à gérer les sources et les puits comme auparavant. Et même la Jordanie va envoyer des équipes de fonctionnaires à partir d'ici, si vous voyez ma flèche, à partir de Ain el-Beida, ils vont aller de village en village inscrire tous les droits d'eau qui sont revendiqués par les habitants. Donc tous ces tours d'eau, tous ces régimes de propriété communautaire, toutes ces règles d'usage, de qui sont les ayants droit, qui ne le sont pas. Tout ça va être mis par écrit par l'État jordanien et village par village, et une copie va toujours être adressée à Amman. Donc évidemment, ça prend du temps. Ils vont commencer en 1951 ici à Ain el-Beida, puis ils progressent au travers du nord de la Cisjordanie, puis vers le sud. Et en 1967, ils sont arrivés ici, aux environs de Ramallah. Et donc, en 67, évidemment, avec l'occupation israélienne, ce processus de reconnaissance des droits locaux de l'eau s'arrête, est interrompu. Et donc, on va avoir le nord de la Cisjordanie qui bénéficie de droits formalisés en droit écrit, et le sud de la Cisjordanie qui, lui, n'a que des institutions orales pour gérer les puits et les sources. Mais institutions qui sont tout de même très, très bien suivies par la population. On parle d'un droit qui est considéré comme légitime par la population locale, bien qu'il soit très inégal, hein, on pourrait y revenir. Mais ce qui va se passer, c'est qu'Israël ne va pas essayer de modifier ce droit local. Israël ne va pas annexer ni la Cisjordanie ni la bande de Gaza, et donc ne va pas y étendre son droit national. Sa loi de l'eau ne s'y appliquera jamais. En tout cas, elle ne s'y est toujours pas appliquée aujourd'hui. Et ce qu'ils vont faire, par contre, c'est qu'ils vont imposer des ordres militaires. Un premier ordre militaire va soumettre le forage d'un nouveau puits à l'obtention préalable d'un permis. Et évidemment, les permis ne vont pas être attribués très souvent. On va compter les permis qui vont être attribués entre 1967 et 93, littéralement sur les doigts de deux mains. Et donc, ça marque un terme à l'expansion de forage. Et aussi, un autre ordre militaire va soumettre chaque puits agricole à la mise en place d'un compteur. Et les autorités israéliennes vont mesurer la quantité d'eau prélevée dans chaque puits agricole sur une année et ensuite vont indiquer à la communauté qui utilise ce puits agricole, le Shirket El-Bir, va leur indiquer que ce quota est maintenant la limite qu'il ne faut pas dépasser. Donc, chaque année, ils pourront prélever cette quantité-là, mais pas plus.
Et pour ce qui est des sources, les Israéliens s'en sont absolument pas préoccupés. Ils ont laissé les autochtones continuer à gérer selon leurs règles à eux. Ça a été une occupation un peu de type impérial, hein. Ils ne se sont pas immiscés dans les affaires des autochtones. Par contre, hein, ils vont commencer à forer des puits en Cisjordanie et commencer à y prendre de l'eau. Alors, comme vous voyez cette ligne bleue ici, c'est une ligne de crête, hein, et qui sépare donc une zone de ruissellement à l'ouest où l'eau de pluie qui tombe sur le sol va ruisseler vers la mer Méditerranée, d'une zone à l'est où l'eau de pluie qui tombe sur le sol va ruisseler vers le fleuve Jourdain et la mer Morte, et une autre zone de ruissellement qui va vers Israël au nord. Ces zones de ruissellement ont été incorrectement appelées des aquifères. Alors pourquoi incorrectement? Parce que en fait, vous avez là un sol karstique qui est très très compliqué. Vous avez plusieurs aquifères superposés les uns au-dessus des autres. Vous avez un aquifère non confiné en surface, séparé par une bande de terre imperméable d'un aquifère confiné plus en profondeur, ainsi de suite. Vous pouvez avoir plusieurs aquifères les uns au-dessus des autres. Et quand Israël va forer ces puits très profonds, euh, les hydrologues qui font ça croient sincèrement qu'ils vont puiser dans des nappes qui ne sont pas utilisées par les Palestiniens, puisque eux, ils utilisent de l'eau de source qui évidemment est alimentée par un aquifère non confiné, aquifère superficiel non confiné, ou qui utilisent des puits beaucoup moins profonds quand ils utilisent des puits. Il va s'avérer que c'est un sol karstique avec des craques qui mettent parfois euh, en contact ces divers aquifères entre eux et que quand on pompe, on va changer la pression. Et on a vu des sources être taries parce qu'on pompait dans l'aquifère plus profond. Mais là, je devrais, si on voulait discuter de ça plus en profondeur, je devrais aller source, puits par puits. Donc, on va passer aux accords d'Oslo. Donc, qu'est-ce que c'est les accords d'Oslo? C'est une série de 3 traités. Le premier signé en 93, le dernier signé en 95, et le dernier est particulièrement important au point de vue de l'eau parce qu'il va créer l'autorité palestinienne de l'eau et il va diviser les 3 zones de ruissellement qu'on voit en Cisjordanie comme si c'était un gaz. Et il va attribuer une quantité d'eau à Israël d'une part ou aux Palestiniens d'autre part. Et c'est assez problématique d'un point de vue hydrologique parce que l'eau coule. Donc, ces quantités-là, d'où viennent-elles? Ce sont les quantités que les deux parties ont prélevées à partir de tous leurs puits et de leurs sources en 1992, qui était une année de pluviométrie exceptionnelle. Donc, penser qu'on pourrait disposer, prélever autant d'eau chaque année, c'était extrêmement optimiste, déjà. Deuxièmement, c'est c'est de la comptabilité frauduleuse parce que comme l'eau coule, chacune des gouttes d'eau que vous voyez dans ces quantités-là a déjà été utilisée par les uns et les autres. Chaque goutte d'eau va être utilisée plusieurs fois. Là, on a additionné l'eau prélevée. Mais vous pouvez prélever de l'eau qui était l'eau qui avait jailli dans une source, qui a servi à inonder par submersion un champ par un paysan palestinien, qui s'est revenu dans le sol, qui est atterri dans votre puits israélien. Vous le prélevez dans votre puits israélien, il va compter à la fois, la même eau va compter à la fois dans le quota attribué aux Palestiniens, dans le quota attribué aux Israéliens. Autrement dit, ce genre de partage n'a aucun sens du point de vue de l'eau. Et surtout, ce qui est très grave, c'est en créant cette autorité palestinienne de l'eau, on lui a confié la responsabilité de gérer toute cette eau qui va être utilisée par les Palestiniens. Et donc, on n'a pas reconnu cette multitude d'institutions locales qui existaient, qui avaient élaboré, puits par puits, source par source, un droit de l'eau qui fonctionnait et qui avait l'adhésion de la population locale. Et ces institutions continuent à exister, elles déploient des régimes de propriété communautaire et on est dans une situation depuis 2002 de pluralisme juridique. Alors pourquoi 2002? Parce que c'est l'année où l'autorité palestinienne promulgue sa loi de l'eau. Elle la promulgue en anglais parce qu'elle a été écrite par des consultants étrangers qui ne parlent pas l'arabe et qui n'ont pas intégré tout ce droit qui a été élaboré localement par les Palestiniens. Donc, on se retrouve dans une situation où une loi existe à Ramallah en anglais et des lois informelles existent village par village, puits par puits, source par source, qui, elles, sont beaucoup plus respectées.
que la loi nationale. Mais les bailleurs de fonds ne vont alimenter que l'autorité palestinienne. Les bailleurs de fonds, leur interlocuteur, c'est toujours l'autorité palestinienne, et ils vont le faire d'après la loi de l'eau qui ne correspond pas à la gestion de l'eau sur le terrain. Donc, vous imaginez un peu tous les problèmes que ça fait naître. Alors, à partir de l'an 2000, Israël commence un programme de dessalement massif d'eau de mer. Et ça va complètement changer la donne parce qu'autrefois, vous avez vu, Israël était en aval de la Cisjordanie, point de vue du ruissellement. Maintenant, Israël devient en amont. L'eau va être produite par ces usines de dessalement d'eau de mer et va être acheminée vers le nord d'Israël et vers la Cisjordanie. Et aujourd'hui, plus que 90% de l'eau domestique en Israël provient de ce dessalement d'eau de mer et plus que 59% de l'eau domestique en Cisjordanie, c'est de l'eau qui est achetée par l'autorité palestinienne à la Compagnie nationale de l'eau Mekorot et qui est distribuée dans les villes et villages palestiniens. Du coup, comme la démographie augmente, comme ces usines de dessalement créent le mythe qu'on pourra avoir une quantité illimitée d'eau, ce qui est faux, la planète est finie, mais ce mythe existe et persiste. Et les agriculteurs considèrent, tous les investisseurs considèrent que les eaux usées seront la seule source d'eau ressource qui va continuer à grandir, puisque la démographie augmente, le dessalement d'eau va augmenter, il y aura plus d'eau domestique qui va être utilisée, donc plus d'eau usée qui va être générée. Et donc cette eau usée traitée est vraiment convoitée par les agrobusiness palestiniennes et israéliennes. On pourrait en reparler longuement d'ailleurs. Alors, on va passer à Gaza. Ici, on a une situation complètement différente, hein. Autant on a un aquifère karstique en Cisjordanie, autant à Gaza, on a un sol poreux qui est traversé par un flux d'eau. Alors ici, l'avantage, c'est que c'est très facile à modéliser. Malheureusement, les résultats des modélisations sont assez accablants. Pourquoi? Parce que déjà, avant le 7 octobre 2023, on avait plus de 4000 puits dans la bande de Gaza. C'est très, très facile de forer un puits dans le sable. Vous et moi, avec une pelle, on peut le faire. Et ces puits prélevaient déjà 150 millions de mètres cubes par an avant le 7 octobre 2023, alors que la capacité de recharge naturelle de l'aquifère est de 70 millions de mètres cubes par an. Le résultat, quand vous surpompez un aquifère côtier, c'est ce qui s'est passé à Montpellier, c'est ce qui se passe dans beaucoup de pays du monde le long d'un littoral, c'est que vous allez créer une sous-pression dans l'aquifère et donc une infiltration d'eau de mer, hein, qui va saliniser votre nappe. C'est pour ça qu'on dit qu'on boit la mer à Gaza. Et en même temps, ici, le flux naturel de l'eau, si on n'avait pas surpompé la nappe à Gaza, c'était de l'est vers l'ouest, hein, pour traverser. L'eau venait d'Israël, traverse en souterrain, traversait Gaza et allait alimenter la mer, hein. Or, vous savez qu'autour de Gaza, ce sont des zones agricoles, avec de l'agriculture intensive, qui utilisent chaque jour, hein, agriculture palestinienne comme israélienne, ils utilisent 122 intrants chimiques totalement interdits dans l'Union européenne. Donc, ces biocides, ces intrants chimiques, vont pénétrer dans la nappe depuis l'Est, alors que l'eau de mer pénètre dans la nappe depuis l'Ouest, ce qui fait que l'eau souterraine à Gaza est devenue totalement impropre à la consommation humaine. Alors, bien avant le 7 octobre 2023, on avait construit deux usines de dessalement d'eau de mer, l'une à Deir el-Bala, l'autre à Khan Yunis, je vous les montre avec ma flèche. Et on avait équipé de très nombreux puits d'osmose inverse, d'unités d'osmose inverse pour filtrer cette eau saumâtre et pleine de biocides et produire de l'eau potable. Et donc, ça demandait de l'électricité. Dessaler l'eau de mer, l'osmose inverse, ça prend beaucoup d'électricité. Et l'essentiel de l'électricité utilisée à Gaza était fourni par Israël, vendu, hein, mais fourni par Israël. Or, dès le 7 octobre 2023, Israël prend la décision de couper l'électricité. Et c'est là où on aura énormément de problèmes pour la population pour s'alimenter en eau, parce qu'on ne peut plus rendre potable l'eau qui est accessible. Donc, soyons clairs, si nous sommes à Gaza aujourd'hui, vous et moi, on peut accéder à de l'eau, hein. On peut se creuser un puits avec une pelle, on aura de l'eau. Mais cette eau va détruire nos reins, va détruire nos dents, n'est absolument pas potable et va tuer lentement, c'est-à-dire pas du jour au lendemain, mais va définitivement être un tueur de masse.
Et alors, déjà avant le 7 octobre 2023, on utilisait à Gaza 82 litres par personne par jour. On était déjà en dessous de la recommandation de l'OMS, qui est d'à peu près 100 litres par jour, mais on avait de l'eau potable, ce qu'on n'a plus du tout maintenant, parce que quand on dit qu'à Gaza, les gens avaient accès à 2,5 litres par jour par habitant, c'est parce qu'un général israélien avait insisté pour rétablir suffisamment d'électricité pour permettre la production de 2,5 litres par jour. Mais évidemment, plusieurs acteurs veulent l'électricité pour plein de raisons, pas seulement les unités, les personnes qui gèrent des unités de dessalement d'eau saumâtre. Et donc, même si on achemine suffisamment d'électricité pour le produire, ça ne veut pas dire qu'on va la produire et ça ne veut surtout pas dire que tous les citoyens auront accès à 2,5 litres par jour. L'infrastructure a été plus, ce chiffre-là est déjà très, très dépassé. Il faut prendre en compte que toutes les stations d'épuration à Gaza ont été détruites, les systèmes d'induction d'eau ont été détruits, les réseaux d'égouts ont été détruits, les usines de dessalement d'eau de mer ont été détruites. Et c'est pour ça que la population qui est très consciente des risques de maladies hydriques, c'est-à-dire propagées par l'eau, la première chose qu'ils font quand ils installent une tente, c'est de creuser une fosse septique. Et parce que les maladies hydriques vont, il n'y a pas que jusqu'à présent, je vous ai parlé beaucoup de la pollution chimique de l'eau, mais vous avez, quand vous pataugez dans des eaux d'égout, vous avez aussi la possibilité d'être contaminé par des pathogènes biologiques, par la pollution biologique, évidemment. Donc, chercher des idées pratiques pour améliorer la situation dans l'urgence, parce que là, on a une population entière qui n'a plus accès à de l'eau potable, qui a accès à de l'eau, mais pas potable, donc dont la santé va être gravement compromise à court et moyen terme. Ce serait des projets que je désapprouvais avant la guerre, c'est-à-dire des unités de pompage équipées de panneaux solaires. C'était des petites unités qu'on installait pour les agriculteurs pour qu'ils puissent faire de l'irrigation. La raison pour laquelle moi je désapprouvais de ces unités-là, c'est que les agriculteurs, c'est trop facile pour eux. Ils éteignent jamais la pompe. Donc le soleil se lève, la pompe commence à pomper et elle pompe jusqu'à ce que le soleil sera couché. Or, comme on a vu, on faisait un surpompage déjà de la nappe, donc il fallait arrêter ce surpompage. Or, ces unités encourageaient le contraire, encourageaient à surpomper encore plus. Maintenant, ces agriculteurs ont mis leurs pompes et panneaux solaires au service de la population pour les approvisionner en eau domestique. Ces panneaux solaires peuvent servir à filtrer l'eau si on ajoute un osmoseur. Donc, ces kits de pompes équipées d'un osmoseur et d'un panneau solaire et de panneaux solaires pour le faire fonctionner peuvent réellement sauver des vies du jour au lendemain. Parce que vous pouvez les installer en une journée, en moins d'une journée, et tout de suite, vous produisez de l'eau potable. Bon, ce sont de petites unités qui vont produire 200 mètres cubes par jour, mais si vous les multipliez au travers de la bande de Gaza, ça pourra vraiment sauver des vies. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'on a de telles unités pour l'instant dans les hangars, dans les entrepôts, juste en Égypte, de l'autre côté du corridor de Philadelphie, qui marque le sud de la bande de Gaza. Et pour l'instant, depuis le 7 octobre 2023, Israël n'a pas permis à un seul panneau solaire d'entrer dans la bande de Gaza. Donc, c'est une solution très facile à installer. On a les techniciens pour le faire sur place. Ça pourrait sauver des vies, mais tout de suite. Et s'il y a une chose à faire, c'est demander l'installation de ce genre de kit dans l'urgence. Ce n'est pas une solution à long terme. Il ne faut surtout pas penser que ce sera une solution à long terme, mais dans l'urgence, pour sauver des vies, c'est très important de le faire. Mais je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que ça a été clair et je m'excuse à quel point c'est superficiel. En fait, on a besoin d'au moins 40 heures pour même commencer seulement à égratigner la surface de l'eau dans la région. Et à bientôt, j'espère. Au revoir. Merci de me donner l'opportunité de vous présenter un projet très concret de coopération entre la France et la Palestine au sujet de la gestion de l'eau.
Donc c'est un projet qui porte sur effectivement 2 territoires de Cisjordanie. On ne travaille pas à Gaza malheureusement parce que la situation ne nous permet pas d'y aller. Mais ce sont donc 2 projets pour lesquels je vais vous présenter rapidement des éléments de contexte. Je vais essayer de faire très rapide parce que ce n'est pas un cours de géopolitique et il y a bien mieux placé que moi. Et parmi les multiples dimensions de conflit israélo-palestinien, il y a la question de l'accès aux ressources qui est vraiment une des causes essentielles de ce conflit, avec en premier lieu ce conflit autour du partage de la terre. Et très rapidement, vous pouvez voir que depuis 80 ans que l'État d'Israël a été créé, eh bien, la part du territoire qui est dévolue aux Palestiniens n'a cessé de diminuer. Aujourd'hui, on a une situation où l'État de Palestine, reconnu par la France récemment, n'occupe plus que 12% du territoire historique de la Palestine mandataire. Et lorsque l'on se concentre uniquement sur les territoires de Cisjordanie et de Gaza qui sont reconnus par le droit international comme étant destinés à accueillir l'État de Palestine, il n'y a plus que 40% de ce territoire-là qui est sous un contrôle très partiel de l'autorité, des Palestiniens. Ce non-contrôle et cette fragmentation du territoire a des conséquences sur aussi l'accès à l'eau, qui est le sujet de ce soir, pour les Palestiniens. Et l'eau est véritablement une source de conflit important dans la région. Comme vous pouvez le voir, là, les conflits dans la région très proche que mon prédécesseur évoquait, lorsqu'on fait le zoom, il y a de multiples conflits. Et pour ne parler que du conflit israélo-palestinien, il y a 2 conflits principaux. C'est le partage des eaux du fleuve Jourdain, qui coule à la fois en Israël puis en Palestine, et le partage des aquifères dont parlait Julie auparavant. Ce partage, qui est très inégal du fait de l'occupation israélienne des territoires occupés, fait qu'on a une situation dans laquelle les Palestiniens ont 7 fois moins d'eau, ont accès à 7 fois moins d'eau que les Israéliens, pour tous les usages, qu'ils soient domestiques, agricoles et industriels. Et lorsque l'on se concentre sur uniquement l'eau domestique qui sert au ménage, non seulement pour boire, mais aussi pour se laver ou faire la cuisine, eh bien, les Palestiniens n'ont accès, alors les chiffres varient, Julie vous parlait de 82 litres, ce graphique montre plutôt que les Palestiniens n'ont accès qu'à 60 litres d'eau par personne et par jour. Dans tous les cas, quel que soit le chiffre que l'on retient, c'est toujours en dessous des normes recommandées par l'Organisation mondiale de la santé. Là où nous, les Français, vous pouvez voir qu'on est légèrement au-dessus, on est bien au-dessus avec 164 litres d'eau par personne et par jour, mais vous verrez que les Israéliens, eux, disposent de 280 litres d'eau par jour, par personne et par jour. Et ça vient du fait qu'ils contrôlent les territoires, ils contrôlent le foncier, ils contrôlent les terres, mais ils contrôlent aussi les aquifères souterrains. Le partage se fait en leur faveur et ils s'accaparent la majorité de l'eau disponible dans la région. Donc ça, c'était pour très brièvement vous replacer les contextes géopolitiques du projet. On s'est retrouvé, nous, avec une situation hydrique qui est très tendue en Palestine. On a des ressources qui sont limitées naturellement, parce qu'on est sur le versant oriental de la Méditerranée. On a des ressources qui sont essentiellement souterraines, donc pas forcément très faciles d'accès. Et on a, comme je viens de l'évoquer, comme je le disais aussi Julie, un contrôle total de la ressource par Israël. Et en face de ça, en face de ces ressources qui sont très limitées et contraintes, on a une demande en eau qui est croissante, à la fois pour l'eau potable, avec une croissance démographique de la population palestinienne, une évolution aussi des modes de vie. Les Palestiniens de 2025 ne vivent pas comme leurs grands-parents. Et puis on a aussi une évolution des besoins agricoles qui reste l'activité principale dans les zones rurales de Palestine. Donc c'est comme ça qu'en 2019, notre association Experts Solidaires a été sollicitée par une ONG palestinienne, l'UAWC, pour Union of Agricultural Worker Committees, l'union des comités de travailleurs agricoles,
pour essayer de trouver des réponses très concrètes à la demande de paysans palestiniens qui avaient d'énormes problèmes à accéder à une eau essentielle pour pratiquer leur culture. En parlant avec nos partenaires palestiniens, on a recentré la problématique, on a essayé d'élargir la problématique pour se dire mais cette eau, comme le rappelait Julie, en fait cette eau qui est disponible en Palestine, elle doit servir à la fois à des usages agricoles, mais elle sert aussi à l'alimentation en eau potable des foyers qui habitent dans ces territoires ruraux, et puis ça peut aussi alimenter les quelques petites industries qui existent aussi dans ces territoires-là. Donc il faut essayer d'avoir une vision un peu plus intégrée de la problématique pour à la fois voir quels sont l'ensemble des ressources qui sont disponibles sur un territoire et puis l'ensemble des usages et essayer de faire correspondre au mieux les ressources disponibles avec les usages. Très rapidement, on s'est aperçu que lorsque l'on intervenait en Palestine avec des concepts de gestion intégrée de la ressource en eau que l'on applique en France, on se heurtait à ce problème de non-maîtrise par les Palestiniens des eaux de surface, de ce qui se passait à la surface et aussi de ce qui se passait sous terre. Et ça nous a posé de gros problèmes pour mettre en place des activités concrètes. Et le seul endroit où l'on a vu que l'on pouvait avoir une action concrète à l'échelle, qui puisse être mise en œuvre à l'échelle de nos partenaires et nous en tant que petite association française, c'était la question de la réutilisation des eaux usées traitées, puisque finalement la réutilisation des eaux usées traitées est un secteur dans lequel les Palestiniens conservaient une assez grande marge de manœuvre. Ils consomment de l'eau, achetée au prix fort à Israël, mais ils consomment de l'eau potable. Cette eau potable devient ensuite de l'eau usée, qui est partiellement traitée dans des stations d'épuration palestiniennes. Et à côté de ces stations d'épuration palestiniennes, en zone rurale, on a des champs qui ne demandent qu'à pouvoir utiliser cette nouvelle ressource en eau. Et donc on a concentré notre action depuis 2024, dans la deuxième phase du projet, sur l'accompagnement de deux territoires, l'un au nord-est de la Cisjordanie, dans le gouvernorat de Toubas et la station d'épuration de Tayassir, et puis l'autre dans le sud-ouest de la Cisjordanie, dans le gouvernorat d'Hébron, avec le petit village de Khalas. Et donc dans ces deux villages, dans ces deux zones, on accompagne avec nos partenaires locaux, qui sont d'une part une ONG de développement local. Alors elle s'appelle Al-Ard, mais c'est l'ONG sœur de la première organisation avec laquelle on travaillait, qui était l'UAWC. Et puis on travaille surtout aussi avec deux opérateurs locaux de l'eau, qui sont les gestionnaires des réseaux d'eau potable et des réseaux d'assainissement et de la station d'épuration. Donc avec ces partenaires locaux, on a établi un projet avec un ensemble d'activités qui visent d'une part à améliorer les capacités de gouvernance, c'est-à-dire de partage de l'eau et de gestion, c'est-à-dire d'organisation de ce partage de l'eau entre les différents usagers, d'améliorer la quantité d'eau qui est traitée, c'est-à-dire qui passe dans le réseau d'assainissement collectif, qui va être traitée en station d'épuration, parce que, comme vous l'aurez compris, cette eau usée devient une ressource, et plus on peut capter d'eau usée produite par les ménages et les diriger vers une station d'épuration, plus on peut traiter cette eau, et plus on dispose d'une nouvelle ressource en eau qui peut être ensuite réutilisée, notamment par les agriculteurs. Donc ça, c'était vraiment des activités d'ingénierie sociale, c'est-à-dire comment encourager les foyers dans ces villages de Palestine à se raccorder au réseau d'eau existant, au réseau d'assainissement existant. Et puis après, on a de l'ingénierie technique qui est vraiment travailler avec les agriculteurs et leurs associations à utiliser au mieux cette ressource disponible, tout en gardant en tête que c'est pas parce qu'on dispose d'une ressource nouvelle ressource en eau qu'il faut l'utiliser de manière inconsidérée. Donc on a tout un programme d'activités qui consiste à accompagner les agriculteurs à optimiser l'utilisation de cette eau usée. Je fais un petit zoom sur les deux territoires
qui ont tous deux problématiques qui illustrent assez bien la situation de l'eau en Palestine. D'abord, donc, dans le gouvernorat d'Hébron, ce village de Khalas, dans lequel se pose la question de ces eaux usées transfrontalières. En effet, le village de Khalas, qui se trouve à l'ouest de la Cisjordanie, les eaux s'écoulent naturellement vers l'ouest et donc traversent la frontière et vont en Israël. Il se trouve que les Israéliens taxent les Palestiniens pour le traitement des eaux usées qu'ils produisent, en considérant que toutes les eaux qui coulent dans ces vallées palestiniennes vont vers Israël. Elles doivent être retraitées et ça doit être payé par les Palestiniens. Donc les Israéliens ponctionnent une partie des taxes d'importation qu'ils collectent au profit de l'autorité palestinienne dans les ports israéliens. Lorsque des biens sont importés par les Palestiniens, il y a des taxes qui sont prélevées. Comme il n'y a pas de port palestinien, uniquement des ports israéliens, ce sont les Israéliens qui récupèrent cet argent-là et ils déduisent systématiquement de ce qu'ils redonnent aux Palestiniens les frais de traitement. De plus, cette eau usée qui a été retraitée par les Israéliens est ensuite réutilisée par les Israéliens dans leur secteur agricole notamment pour produire des biens agricoles qui sont ensuite revendus à bas prix sur les marchés palestiniens. Donc on a finalement un jeu de dupes dans lequel les Palestiniens sont soumis à une triple peine. Ils doivent payer parfois 2 fois le coût du traitement. Ils donnent de l'eau, une ressource en plus aux Israéliens, et les Israéliens s'en servent pour faire du dumping sur les produits, sur les marchés agricoles. Ce projet que nous mettons en œuvre avec Experts Solidaires est fortement appuyé par la coopération française au niveau national, mais surtout au niveau régional, ici chez nous en région Occitanie, par la région, par la métropole de Montpellier et par des communes, notamment celle de Barjac dans le Gard. Et là, on est très heureux de pouvoir mettre en œuvre une vraie coopération, c'est-à-dire une coopération qui se fait dans les deux sens, avec comme axe principal d'échange de savoir-faire, un partage de connaissances ou de compétences en matière de gouvernance participative. Et ça, on l'a vu dans la première intervention, on a des outils, on a développé en France des outils de gouvernance et de gestion qui peuvent inspirer des modèles en Palestine. Des compétences techniques en matière d'assainissement, et on a tout un programme de formation des techniciens palestiniens qui gèrent les stations d'épuration en France dans des stations d'épuration françaises. Et puis en retour, on a beaucoup de choses à apprendre de Palestine, notamment en matière de réutilisation des eaux usées traitées, puisque c'est quelque chose qu'ils font depuis très longtemps en Palestine, depuis plus de 30 ans, inspiré par le modèle, par la proximité avec les Israéliens qui sont les champions en matière de réutilisation des eaux usées. Les Palestiniens maîtrisent ça aussi très bien, et alors que nous en France, c'est quelque chose de très nouveau. Je suis viticulteur ici dans l'Hérault, la réutilisation des eaux usées, on n'en parlait pas, et en 2022 on a eu la sécheresse et tout le monde maintenant s'intéresse à pouvoir réutiliser les eaux usées locales. Et puis le fait de pouvoir avoir des coopérations où nos gestionnaires de l'eau français apprennent un cas de figure qui connaît déjà une situation de stress hydrique important, permet de nous mettre dans la situation qu'on va probablement connaître dans 20, 30 ou 40 ans. Et donc ça a aidé notamment des syndicats de gestion de l'eau, en venant en Palestine dans le cadre de notre projet, à pouvoir planifier et anticiper dans leur propre schéma directeur la situation qu'ils vont devoir être amenés à gérer dans 30 ans. Merci pour votre attention. Je vais rester un peu plus général que ce qui vient d'être dit. C'est une approche plus globale, partant du principe que l'eau, qui est un bien commun ici et là-bas, est marquée par un accaparement de l'eau et les conséquences que ça va entraîner. Alors, en tant qu'économiste, la question se pose, est-ce que l'eau est un bien libre ou un bien marchand ? Alors les biens libres sont des biens qui sont disponibles en abondance dans la nature
sans qu'il y ait aucun effort pour les obtenir. On ne fabrique pas l'eau, elle existe. L'eau devient un bien économique lorsqu'elle est captée, traitée, distribuée par un réseau de canalisation. Cette diversité, elle est manifeste quand on fait le décompte, c'est des rivières, c'est des sources, c'est des puits, des forages, des nappes phréatiques, des barrages, des canalisations. Et tout ça finit par constituer des coûts. Dès qu'un bien devient rare, il devient, disons, tentant de le commercialiser. Alors, elle est abondante partout dans le monde. Hein. On nous a donné tout à l'heure des chiffres qui montrent que l'eau ne manque pas sur Terre. Mais ça n'empêche qu'elle est mal répartie. Et donc, il y a 2 milliards de personnes au moins qui vivent sans accès direct à l'eau. On considère, et c'est l'ONU qui le dit, que 40% de la population mondiale est aujourd'hui touchée par une pénurie d'eau. À cela vient s'ajouter le dérèglement climatique, les sécheresses, les inondations, et tout ça qui affecte la disponibilité de la qualité de l'eau. Il suffit de suivre l'actualité ces jours-ci pour s'en rendre compte. L'eau est devenue coûteuse. Mais en fait, ce n'est pas l'eau qu'on paye, c'est son accès et son acheminement. Alors, qu'est-ce que c'est que le droit à l'eau? Alors, c'est un droit qui consiste à approvisionner suffisamment, physiquement accessible, à un coût abordable, une eau salubre et de qualité acceptable pour les usages personnels et domestiques. En France, une loi constitutionnelle, en 2010, reconnaît le droit à l'eau et l'assainissement comme un droit humain fondamental. Alors, qui c'est qui gère la distribution de l'eau? D'une façon globale, au départ, c'était plutôt les pouvoirs publics qui sont responsables de la gestion et de distribuer l'eau aux administrés. Mais de plus en plus, les pouvoirs publics prennent la décision de déléguer cette mission de service public à des opérateurs privés ou à des régies autonomes. Et c'est là que commence ce qu'on va appeler l'accaparement, mais que l'eau se marchandise. C'est plus un bien naturel, c'est un bien marchand. Et c'est le secteur public qui en est chargé, mais la part du privé augmente de plus en plus. Alors le marché de la gestion de l'eau dans le monde se privatise, des réseaux de distribution privés sont mis en place. La marchandisation à l'accaparement, il y a un pas qui est vite franchi, donc l'accaparement direct va vers la distribution. Alors cette privatisation menace le droit des peuples. J'ai mis quelques photos de manifestations. L'Afrique dit non à la privatisation de l'eau. Alors en France, par exemple, il y a 3 entreprises qui assurent 70% de la distribution. Vous avez Veolia, avant ça s'appelait la Générale des Eaux, qui a 25 millions de clients en France, 40% du total. Ensuite, vous avez la compagnie Suez, qui était l'ancienne lyonnaise des eaux, 2400 collectivités publiques et 12 millions de clients, soit 19%. Et la SOR, 825 000 clients. On s'aperçoit que toutes ces entreprises dites françaises interviennent un peu partout, donc on peut dire que ce sont des multinationales. Alors, le marché de la gestion dans le monde, on dit que, grosso modo, il y a 14 principaux géants mondiaux qui représentent, pas beaucoup pour le moment, mais ça va augmenter probablement, 7% du marché. Et là aussi, curiosité, la France est très présente là-dessus. Veolia opère sur les 5 continents et Suez est présente dans 40 pays. Mais quand vous cherchez sur Internet un petit peu quels sont ces pays, on ne sait pas ce que c'est, mais on sait qu'ils interviennent plus loin. Cette eau est, comme ça a été signalé précédemment, c'est quelque chose qui est une source de pollution. Et on peut constater, selon l'ONU, que 80% des eaux usées sont rejetées dans l'environnement sans être dépolluées. Ces eaux, il faut un petit peu les surveiller. Et donc, là aussi, je ressors des chiffres. 1 milliard de personnes n'ont pas accès à l'eau saine propre. 4 millions ne bénéficient pas d'installations sanitaires sûres. Alors, il y a une pollution qui est de type microbiologique, une pollution venue des nitrates, ensuite les pesticides et ce qu'on appelle les PFAS, c'est-à-dire des substances chimiques polluantes qui sont très résistantes et qu'on retrouve un petit peu partout dans l'environnement et qui affectent la santé. Cette pollution
elle va avoir un certain nombre de conséquences. D'abord, elle atteint la biodiversité, elle impacte la chaîne alimentaire, c'est les eaux potables contaminées, ça a déjà été évoqué, des eaux domestiques usées non traitées, et finalement des millions de tonnes de déchets plastiques. On a parlé tout à l'heure d'un océan. Donc, on n'a pas accès à l'eau propre. Et, conséquence de tout cela, 5 millions de personnes meurent chaque année à cause de cela. Qui amène cette pollution, par exemple, dans les exploitations minières? Alors, l'an dernier, nous avions ici fait une conférence sur l'extractivisme, c'est-à-dire les grosses sociétés qui pillent les terres et rejettent leurs déchets un peu partout. Alors, on peut évoquer ces exploitations minières des grandes sociétés, mais des artisanales sont présentes. Et j'évoquais tout à l'heure Tazult, et en discutant avec quelqu'un de cette région au nord du Mali, expliquait qu'ils avaient souvent une eau très polluée à cause des gens qui exploitaient l'or. Pour exploiter l'or, il faut mettre du mercure. Et ce mercure, il reste dans l'eau. Et du coup, c'est déjà qu'ils n'ont pas beaucoup d'eau, ils sont victimes de tout ça. Donc il n'y a pas que les grosses entreprises, les entreprises artisanales font ça aussi. Et maintenant, le business de l'eau en bouteille, parce que l'eau, c'est pas que l'eau qu'on trouve au robinet ou ailleurs, c'est un marché qui est en plein essor. Je ne sais pas si vous savez, un Français consomme 133 litres d'eau en bouteille par an, 9 milliards de litres d'eau. L'eau en bouteille est vendue 150 à 1000 fois plus cher que l'eau du robinet. Vous avez des multinationales Danone, avec toutes les marques qu'il y a derrière, 180 sites dans 120 pays. Nestlé, avec toutes les marques, 337 usines dans 75 pays. Donc, France est en tête des exportations d'eau minérale vers le monde entier, et la demande d'eau a été multipliée par 8. Et ces eaux en bouteille sont aussi à l'origine de pollution. Sachez que pour faire une bouteille en plastique, il faut entre 2 et 3 litres d'eau. Il faut que l'eau soit filtrée pour être dépolluée. Et puis, quand on voit la dispersion et l'accumulation de l'environnement des déchets, ça fait rêver. Les pratiques des industriels, donc c'est une certaine collusion, et notamment du groupe Nestlé, la marque Perrier, vous en avez entendu parler, qui vend une eau dite minérale alors qu'elle ne devrait pas le porter. Il y a eu des procès. Par ailleurs, l'eau de Volvic est pompée par Danone, et beaucoup plus, et souvent même quand la population de Volvic n'a pas le droit de prendre de l'eau, ils continuent à extraire de l'eau des puits. Et si vous avez lu Le Monde d'hier, eau en bouteille en France, des forages contestés, et notamment le Languedoc est très cité. Alors, on a eu une attaque entre Perrier et Que Choisir, et le procès a tourné un petit peu court il y a quelques semaines, puisque malgré tout ce qu'on reproche à Perrier, ils ont le droit de continuer à vendre, parce que probablement ça aurait des effets sur l'emploi. Je vais vous dire qu'il y a une chose auquel on ne songe pas toujours, c'est que les centres de données consomment 250 milliards de litres d'eau par an pour refroidir les serveurs. Chaque recherche sur Internet nécessite environ 5 à 10 mm d'eau. Une formation d'intelligence artificielle sur GPT, ça nécessite entre 500 000 et 1 million de litres. Donc quand on voit ces données, ça fait rêver, et donc il faut faire attention. On est en train de prendre une autre dimension.